Moi, je voudrais bien poser une question, mais qui est un petit peu à côté peut-être, et que vous allez peut-être traiter dans la deuxième partie. C'est la question de la prévention en France. Moi, je trouve qu'on ne fait pas de prévention, on n'arrive pas à en faire, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant, ce serait une bonne idée, non, vous ne trouvez pas? Voilà. Bien, prévention. Grand sujet, vous mettez le doigt sur un problème clé, c'est qu'on a construit un système de soins, pas un système de santé. Hein, c'est-à-dire que quand le malade est malade, on le soigne. Mais par contre, prévention, c'est grande absente de notre système de santé. Alors, il y a plusieurs niveaux dans la prévention. Il y a ce qu'on pourrait appeler dépistage. Il y a les prises de traitement préventifs, où là, parfois, sur les facteurs de risque, par exemple vasculaire, prescription pour le cholestérol, prescription pour la tension, ça, en gros, on n'est pas si mauvais. Prescription sur les comportements, c'est pas une prescription, changement de comportement, ça c'est éducation à la santé, là on n'est réellement pas bon. Et puis il y a toute la politique environnementale, toutes les pollutions. Et là, ça dépasse complètement la santé. Hein, c'est aussi l'urbanisme, c'est l'industrie, c'est la médecine du travail, c'est la médecine scolaire. Et là, on est même en crise. Même ce qui existe est en crise. Gravement en crise. La médecine du travail, la médecine scolaire, c'est catastrophique. Et puis, c'est une toute autre démarche qui est là, qui est le aller vers. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aller, à ce moment-là, non pas simplement vous êtes malade, vous avez un besoin, vous croyez malade, vous consultez, mais aller vers les populations qui sont loin du système de soins. On a vécu, vous m'entendez, ça va ? On a vécu quand même une histoire incroyable dans la pandémie Covid-19. Le département le plus jeune de France, qui est le 93, est celui où il y a eu le plus de morts. Alors que c'est une maladie qui touchait les gens âgés. Pour des raisons d'inégalité sociale, d'inégalité culturelle, y compris de refus des vaccins, c'est-à-dire d'absence d'éducation à la santé. Et même, c'est tellement vrai qu'on a distribué les vaccins au début, vous vous rappelez, qui manquaient, en fonction de l'âge des populations. C'est-à-dire qu'on a donné plus aux 75, qui est plus vieux, à Paris, qu'aux 93, alors qu'il y avait plus de morts aux 93. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de politique de santé publique réelle. D'ailleurs, si vous réfléchissez, comment ça se fait qu'on a créé un comité scientifique pour le Covid ? On a un haut comité de la santé publique dont c'est l'émission. Là, on ne sait pas très bien, et là, ça renvoie à un autre débat qui est notre État et son fonctionnement. C'était quoi ce comité scientifique? C'était un comité qui devait éclairer la population ainsi que les décideurs, ou c'était un comité privé pour les décideurs? Comité du président. C'est-à-dire ahurissant que le président nomme un comité. D'ailleurs, étonnamment, je diverse un peu par rapport à la prévention, les avis de ce comité étaient publiés par le ministère de la Santé dans le mois qui suivait leur réception par le gouvernement. Lors du 3e confinement, le comité scientifique a dit qu'il y a 4 solutions possibles. Moi, je les avais discuté avec eux, avec Delfrécy, je leur ai dit surtout ne donne pas une seule solution. Face à un problème nouveau, il y a forcément plusieurs solutions, argument pour, argument contre, et l'exécutif tranche. Le Parlement et l'exécutif tranchent. Ils ont fait ça. Il y avait 4 positions. Ça n'a pas été publié. Le président prend la parole, donne la position à incendier, qu'il y a 3 autres positions, et tout journaliste s'exclame fantastique, il a refusé la dictature sanitaire, les médecins, la dictature des médecins, c'était génial, rappelez-vous, à l'époque, chaque jour sans confinement est un jour de gagner, etc. Et en avant de la com. C'est-à-dire qu'on a coupé un débat démocratique sous prétexte qu'il y avait une crise. Alors, le aller vers, c'est aller vers les populations. Mais pour faire ça, il faut y aller avec les représentants de ces populations, avec des médiateurs de santé qui mobilisent les populations. Donc là, il y a confiance. Didier Ménard, qui est un médecin généraliste absolument exceptionnel depuis 1993, a créé ça depuis longtemps. Il appelle, à juste titre, comme d'ailleurs l'OMS, médecine communautaire. Pas communautariste, communautaire. C'est-à-dire des représentants de l'association, des comités, il y a 20 langues dans l'endroit où il est. Des médiatrices de santé, c'est souvent des femmes, qui fait que c'est notre médecin.
c'est notre centre de santé. La confiance, elle est totale. Ils ont mené la bataille pour le sida comme pour la vaccination. Parce que c'est un climat de confiance. Est-ce que les médecins du 93 de son territoire de santé faisaient plus confiance à Didier Ménard et à son équipe qu'au ministre? Le ministre nous a menti sur les vagues, les masques, le machin, je ne fais pas confiance. Mais Didier, je lui fais confiance. Voilà. D'ailleurs, en général, les médecins disent, moi, les malades disent en France, j'ai confiance dans mon médecin, mais les autres sont très mauvais. Mais oui, parce que le rapport, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure de l'angoisse, le rapport est un rapport de confiance. Et vous avez une confiance avec quelqu'un que vous connaissez, qui vous a suivi, qui répond à vos questions, ou bien vous êtes en défiance. Si j'ai un problème, je ne vais pas le voir. Hein. Bon. Donc ça, c'est un problème. Donc on est très en retard sur la prévention. Il y a deux questions qui concernent déjà le diagnostic. Concernant le dépassement des honoraires, alors c'est deux questions qui sont sur la médecine de ville plutôt, hein. Ce qui nous intéresse énormément. Le dépassement d'honoraires pratiqué par une série de spécialistes, une personne dit il y a beaucoup trop d'opacité sur les tarifs proposés. Donc ça nous intéresse d'avoir votre réaction à ça. Et d'autre part, la politique actuelle de l'État en matière de santé, est-ce qu'elle ne vise pas à se rapprocher du modèle anglais? À savoir, en particulier, la personne cite la mise en place de dispensaires. Alors, dépassement d'honoraires, donc c'est le secteur 2, c'est-à-dire conventionné avec la sécurité sociale, mais avec dépassement droit ou dépassement d'honoraires, est créé en 1980 par Raymond Barre. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il est créé contre l'avis du principal du syndicat des médecins libéraux, la CSMF. La CSMF qui s'était battue pour un conventionnement national, qui avait signé en 1971 le premier conventionnement national. La première convention entre les médecins à l'échelle nationale et la Sécu, c'est 1971. C'est pas 45. Avant, c'est des conventions locales. Hein, parce que les médecins, majoritairement, sont contre la Sécu, qu'ils appellent Madame la Caisse. Hein, ils sont contre l'État depuis la Révolution de 89. Ça date. Donc, on crée le secteur 2 avec l'idée, comme ça, on pourra fermer le secteur 1. Ne pas augmenter les tarifs du secteur 1. C'est ça l'objectif, de dire ça augmente, ça augmente, ça augmente. Bon, bah, d'accord, vous voyez, les spécialistes, on va les payer, les malades se paieront, hein, selon leur mutuelle ou selon leur reste à charge, prêt à payer. Et puis, les tarifs du secteur 1 seront comme ça contrôlés, sans avoir un bloc des médecins contre nous. Alors après, ils essaient de s'ouvrir, de se fermer, de chercher de se réguler, etc. Je suis à Marisol Touraine, de dire on vous paye une partie de vos cotisations sociales, mais alors vous êtes raisonnable sur vos dépassements, etc. etc. Bon, c'est un truc contradictoire, que je veux dire, c'est un oxymore. Être conventionné, mais avec droit aux honoraires libres, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, ça supposerait néanmoins qu'il y ait une révision de ce que sont les tarifs. Ben, les collègues chirurgiens, alors ça dépend. Les tarifs des radiologues sont très bien. Ils peuvent se battre, ça marche. Les chirurgiens digestifs, catastrophe. Bon, pour un cancer de l'œsophage, je crois que c'est pas tenable, c'est 12 heures d'intervention. Bon, de même qu'un cancer de la thyroïde. Tout ça. Donc il faudrait une révision et mettre fin à ce secteur 2. Après, vous mettez un secteur 3, c'est-à-dire hors sécu. Bon, mais là, c'est hors de la solidarité nationale. Mais le principe du secteur 2 est un principe qui mine la logique de solidarité. Après, la réponse qui est derrière la question serait mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour réviser, etc. Donc, voilà l'histoire du secteur 2. Alors après, le secteur 2, c'est chaotique, que je vous dise. Il y a même maintenant, Santé Claire, une organisation pour négocier les dépassements d'honoraires. Donc moi, j'ai un ami qui était opéré près de Neuilly, cancer de la prostate, 3400 euros de dépassement d'honoraires. Il me dit, j'ai négocié, j'ai obtenu un rabais. Enfin, dans le Conseil de l'Ordre, il y a marqué, dans la déontologie médicale, la médecine n'est pas un commerce. La médecine n'est pas un commerce, c'est ce que disait aussi Macron. Visiblement, après, quand on passe à la réalité, c'est un commerce. Bon. Alors, on en finit sur ça. Oui, il y avait une question sur est-ce qu'on se rapproche du modèle anglais, peut-être vous pouvez on se rapproche du modèle anglais et du modèle américain. Il y a deux autres questions. Non, modèle américain, on a
maintenant, avant, les cliniques appartenaient aux chirurgiens. Bon, c'est largement fini. Se développent des grandes chaînes commerciales internationales qui appartiennent à des fonds d'investissement, des fonds de pension. C'est Ramsay qui rachète, et rachètent même des ESPIC. Hein. Dernièrement, ils ont racheté la clinique des Peupliers à Paris, qui était appartenant à la Croix-Rouge. Ils voulaient racheter les centres de santé de la Croix-Rouge. Bon. Deuxièmement, c'était lié à Elsan. Puis il y avait un fonds d'investissement américain, KKR, qui voulait faire fusionner les deux, racheter, et il marche d'avance. Là, la biologie est passée sur des chaînes commerciales internationales, complètement. Il y a très minoritaire les biologistes qui possèdent leur laboratoire, c'est fini. Et vous voyez la puissance après, c'est qu'ils peuvent arrêter, ils peuvent décider un truc incroyable, nous ne transmettrons plus les résultats du Covid à Santé publique France. Puisque vous nous baissez, vous nous taxez, riposte. Ahurissant. Donc là, on rentre dans des logiques, alors c'est pas que la France, hein. Ça a été la Suède, ça a été l'Espagne. L'Espagne, ils avaient vendu les hôpitaux publics à Madrid, il y a eu une mobilisation des médecins et de la population exceptionnelle, ils ont été obligés de se dédier, avec du coup des indemnités à payer, etc. Donc on est dans une logique de privatisation américaine, et puis alors, quelle est ma position? On peut rajouter d'ailleurs, on peut payer aussi en fonction de mission d'enseignement. Vous avez une mission, vous avez un... Ce qu'il faut faire, évidemment, alors c'est pas ce qu'a dit Sarkozy, ce qu'a dit Macron. Avant, c'était il faut diminuer un peu la T2A, il faut, etc. Puis là, dans ses vœux, sans avoir prévenu personne, là ça renvoie à comment fonctionne notre État, il sort, la T2A, il ne faut pas la diminuer, je vous l'ai dit, vous allez rigoler, il faut la supprimer.
Et en plus, comme il est joueur, il fait un grand clin d'œil au directeur de la PHP qui, lui, n'en revient pas. Qu'est-ce qu'il dit là? On va supprimer la T2A. Il m'a dit, il a raison. Bon, alors ce qu'il faut faire, évidemment, c'est de partir des pratiques professionnelles pour savoir quel est le meilleur. Chaque système a un avantage et un inconvénient. Moi, j'ai connu les 3 systèmes. Quand j'étais au prix de journée, le directeur nous disait, les malades, il faut mieux les faire sortir le lundi, parce que le samedi et dimanche, on ne fait rien et on encaisse le prix de journée. Bon, alors évidemment, la durée de séjour s'allongeait. Quand on a eu la dotation globale, moi j'étais ravi, j'avais aucun problème technique, et dans la dotation globale, je gardais ma dotation, et je diminuais les lits, et je gardais le personnel. Le directeur dit, monsieur, il m'a dit, vous êtes dans votre dotation, c'est super ce que vous faites, en avant, on continue, je vous suis. Ah, moi j'étais ravi, je co-gérais un budget. Bon, et je pouvais moderniser le service avec l'accord de mon directeur. Et avec lui, je discutais médecine. Il me disait, l'an dernier, comment ça se fait, vous dépensez beaucoup moins d'antibiotiques cette année? Je vous explique, monsieur le directeur, voilà, avant on travaillait avec les bactériologistes, ils nous faisaient soigner les bactéries, maintenant on travaille avec les infectiologues, on soigne le malade. Donc on dépense moins d'antibiotiques. Ah bon, mais c'est intéressant qu'on voit avec vos autres collègues. Puis moi, mes infirmières, elles font plus les prises de sang, les examens d'urine, il y en a marre, elles suivent des malades. Ah bon, ben c'est génial. Bon, j'avais un budget, et avec un projet médical derrière. Je ne faisais pas seul, évidemment, j'avais un directeur. Bon. Et puis la T2A, eh bien, mes collègues chirurgiens ou ceux qui étaient en médecine interventionnelle, qui, avec le budget, quand ils mettaient des stents au mois de septembre, ils n'avaient plus un rond. Ils disaient, allez en clinique, là, parce que nous, j'ai plus de budget. Celui qui mettait des prothèses, ah ben j'ai plus de budget. Alors lui, il était vachement content quand il est arrivé à T2A. Il dit, enfin, si je mets 3 stents 3 fois, 4 fois, c'est super. Bon, après, il a compris quand on lui a dit plus tu en mets, moins plus on baisse le tarif. Mais ce qu'il faut faire, eh ben, c'est financer de manière adaptée ce qui convient. Alors je veux dire, un enfant élémentaire va comprendre comment vous voulez financer les soins palliatifs. Grand débat actuel. Les soins palliatifs de fin de vie. Là, il n'est pas question de faire sortir le malade le vendredi ou lundi, c'est pour Dieu qui décide. C'est des soins de confort, c'est des soins contre la douleur et une présence humaine. Vous voulez le financer comment? La meilleure façon, c'est le prix de journée. Si c'est 15 jours, c'est 15 jours, c'est 8 jours, c'est 8 jours. Alors écoutez bien, dans les comptes rendus de l'Assemblée nationale française, dans le journal officiel, il y a ce débat, lors de la T2A, avec M. Leonetti, député qui était très investi dans la fin de vie. Il dit à Mme Aoustin, parce que ceux qui sont ici la connaissent peut-être, directrice, femme remarquable, qui gérait les tarifs. Il dit, Madame la directrice, je ne comprends pas votre système. C'était le début de la T2A. Lorsqu'un malade arrive à l'hôpital et meurt avant minuit, l'hôpital touche 800 €. S'il passe le cap de minuit, l'hôpital touche 8 000. Mais au bout de 15 jours, il touche toujours 8 000. Donc, je connais des centres de soins palliatifs qui font sortir fictivement le mourant pour le faire reprendre, pour pouvoir faire 2 séjours au lieu d'1. Et il lui pose la question, Madame la directrice, ne pensez-vous pas qu'un prix de journée serait plus adapté? Et elle lui répond, Monsieur le député, ce n'est pas possible, ça remettrait en cause le principe de tarification. Donc la tarification qui est devenue un totem, un principe. Bon, donc le prix de journée est la méthode efficace, la moins mauvaise pour payer les soins palliatifs. Mais que la chirurgie ambulatoire, qui est une chirurgie programmée, standardisée, doit rester à la T2A, on ne trouvera pas mieux. Et moi, le diabétologue, je demande une dotation, un budget, dans lequel je vais rendre des comptes. C'est ce que je fais, mais je reçois un malade. Je vous disais ça tout à l'heure. Cancer du pancréas, stade très évolué, chimiothérapie. Le chirurgien m'appelle, André, est-ce que tu peux le voir tout de suite? Il habite en province, il a 4 grammes de glycémie. Hein? Dis-lui de venir, je le vois. Je vois, et surpris, je croyais voir quelqu'un arrivant sur un brancard mourant, pas du tout. Ils ont plus de traitement pour moi, il n'avait pas l'air si mal. Bon, c'est pas un adénocarcinome, c'est un cancer pas trop invasif. Je vois qu'il en a marre de l'hôpital, ça fait tellement souvent qu'il est hospitalisé.
qu'il est capable de comprendre, qu'il a un entourage, donc il va appeler l'infirmière, on va lui apprendre à faire l'insuline, on va lui apprendre à mesurer ses glycémies, on va lui apprendre à injecter, on va lui apprendre à se traiter. Monsieur, voici le mail, vous m'envoyez vos résultats, et puis on fait ça ensemble. Ça s'est passé comme ça, on n'a jamais hospitalisé, sauf que je suis payé 50 € pour faire ça. Je coule mon hôpital. Pas sérieux. Le temps passé, pour ce temps-là. Alors moi j'ai le choix, j'ai expliqué, souvent on avait le choix entre voler la sécu, enfin les hôpitaux en général, notamment dans les maladies chroniques, entre voler la sécu ou être volé par elle. Quand vous êtes médecin de chef de service, vous décidez assez facilement. Donc on a tous fait pousser les hôpitaux de jour à tout bas. Plein de choses qu'on pourrait faire en ville à moindre coût, mais qu'importe, pour défendre le personnel, pour défendre les hôpitaux, en avant. Moi, je me suis fait féliciter par mon directeur pour avoir boosté les hôpitaux de jour. J'ai dit à ce moment-là au service, vous avez les enfants, on en fait trop. On se fait féliciter, c'est pas bon. Oui, parce qu'il y a une logique d'entreprise. Il faut faire marcher la rentabilité, il faut que ça rentre. Hein, à la petite salpêtrière des balles, l'administration, sans même prévenir les médecins, voyait qu'un malade devait avoir une IRM, elle le convoquait avant pour qu'il fasse l'IRM, puis qu'il revienne être hospitalisé après. Parce que c'était plus rentable pour l'hôpital. L'ambulance, on s'en fout. Alors, ne parlons pas des dépenses carbone, etc., etc. Puisqu'on est dans l'intérêt de l'hôpital, on n'est pas dans l'intérêt de la société. Donc ce jeu cinglé. Alors les autres jours ont cru comme ça. Alors, nous, typiquement, on s'est mis en soignant les pieds diabétiques pour éviter les amputations, et avec les progrès, les malades qu'on hospitalisait, on les mettait en hôpital de jour, on les hospitalisait plus. Sauf que les malades restaient une matinée. Ils voyaient le diabétologue, le médecin podologue, l'infirmière qui les capait, qui faisait les soins, la prise de sang, et puis ils rentraient chez eux. Et 1 000 € pour la Sécu. Ah, la Sécu, elle fait des contrôles. Ouh là là. Alors, regarde, il me dit, mais là, vous exagérez, là, ça va pas du tout, vous voulez la Sécu. Alors, oui, on vole la Sécu, mais on va vous demander 50 € pour alors, on fait un appel, donc on sort des dossiers, la chef de service qui m'a succédé fait des photos, va avec le directeur à la Sécu, réunion, et on montre les photos, des plaies. Et alors là, le médecin conseil de la Sécu, il dit, ah, oulala, est-ce que vous faites une IRM pour voir s'il y a une infection osseuse? Alors, réponse, non. Oh, c'est dommage, parce qu'autrement, je cochais la case, et puis c'était bon pour vous. Donc, faites donc des examens inutiles, ça doit être cocher la case, c'est bon pour vous. Et il y en a combien d'IRM inutiles pour cocher la case? Parce que dans un système de ce style-là qui se veut marchand, eh bien évidemment, ça vous pousse à faire des actes inutiles. On le savait, on le sait en ville, on le sait à l'hôpital. Bon, mon directeur, quand on a construit notre bâtiment tout neuf, il nous dit ça va pas, il n'y a pas assez de lits. Vous n'êtes pas rentable. Avec la T2A, ça ne tient pas votre projet. Il faut rajouter 20 lits. Bah, monsieur, il m'a dit, les pieds diabétiques, ça ne manque pas, vous pouvez les hospitaliser. Monsieur Badevant, les obèses, ça ne manque pas, vous pouvez les hospitaliser. Bon. Quand j'étais à Foch, je me rappelle de Foch, grande assemblée générale de tous les médecins, avec un responsable de la FHF, défendant la T2A. Il y a un anesthésiste qui lève la main, il dit, monsieur le directeur, vous nous avez bien dit que désormais, les malades cancéreux, on les fera revenir pour poser le porte-à-4, le cathéter pour la chimio. Alors qu'avant, on faisait tout en une seule fois. On fera 2 séjours au lieu d'1. Alors, le gars de la FHF dit, monsieur le directeur, je ne peux pas vous soutenir. Je dis, mais moi, je vous soutiens, parce que autrement, vous êtes en faillite et vous serez racheté par la Générale de Santé. Donc, voilà. Donc, il faut utiliser l'ensemble des techniques de financement en fonction de l'activité médicale en cours.